Alors maintenant, je vais m'entretenir avec Philippe Leblanc, qui est président de la firme Codsan, gestionnaire de portefeuille. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme on le fait chaque mois, on va revenir sur votre dernière lettre financière et notamment, vous vous êtes penché sur les données de la lettre financière de Warren Buffett. Exactement. La lettre financière est sortie il y a quelques semaines. C'est toujours un document qui est très attendu. Puis c'est encore une fois une lettre financière qui était à la hauteur avec beaucoup d'enseignements. Mais aussi, c'est certain que pour nous, les résultats de Berkshire Hathaway, les résultats financiers de l'entreprise sont très importants. Puis je dois dire qu'ils étaient très bons là, pour l'exercice 2015. Et qu'est-ce que vous avez pensé du contenu de la lettre financière de M. Buffett? Encore une fois, c'est une lettre qui est excellente. Il y a plusieurs messages importants, je crois, dans la lettre. Entre autres, par exemple, il parle beaucoup des perspectives à long terme de l'économie. On sait que dans le moment aux États-Unis, on est dans une période électorale. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de politiciens qui sont très négatifs sur les perspectives économiques, alors que Buffett, dans sa lettre, au contraire, est très optimiste. Il dit essentiellement que les enfants ou les bébés qui naissent aujourd'hui aux États-Unis sont probablement les bébés les plus chanceux de l'histoire. Donc, il est très positif pour les perspectives à plus long terme là, de l'économie américaine. Et ce positivisme, comment il se traduit là, dans ses actions d'investisseurs? Bien, il est fidèle à sa réputation. Il va toujours essayer de profiter des occasions. Évidemment, dans le marché actuel, il y a peut-être moins d'occasions, à part peut-être un exemple, le titre d'IBM. Évidemment, le problème de Berkshire Hathaway, c'est qu'il doit investir dans des très grandes sociétés. S'il investit dans des entreprises en bourse, déposer des participations minoritaires, il faut que ce soit des grandes entreprises comme IBM. Par contre, il achète également des entreprises au complet, entièrement. Puis il vient d'acheter, par exemple, le Precision Castparts, qui est une transaction de 37 milliards, donc une très grosse transaction. Puis je pense qu'il va continuer dans cette veine-là au cours des prochaines années. On va diffuser d'ailleurs, Philippe, là, prochainement un tableau que vous avez préparé qui relève les principaux critères de sélection de M. Buffett lorsqu'il fait un investissement. Donc peut-être qu'on pourrait les passer ensemble. Oui, effectivement. J'ai essayé de regrouper ce qui fait, quels sont les critères de sélection de Buffett lorsqu'il fait une acquisition. La première chose, je vous dirais, c'est qu'il veut investir dans des entreprises dont les activités sont simples, relativement faciles à comprendre et qui peuvent aussi, qui sont moins sujettes au changement. La raison pourquoi il n'investit pas dans la haute technologie, à part peut-être IBM qui est plus une entreprise de services, mais pourquoi il n'investit pas dans Apple, par exemple, ou Microsoft, c'est qu'il ne veut pas investir dans des secteurs qui sont très changeants. Donc, des secteurs relativement simples et peu changeants, et aussi qui ont des barrières à l'entrée très élevées. Donc, il investit pour le long terme. Lorsqu'il investit dans une entreprise, c'est pas pour 3 ou 4 ans, c'est pour des décennies. Donc, il veut s'assurer. Tenu un peu loin du secteur technologique, justement. Oui, très loin. En fait, il n'a jamais vraiment investi dans le secteur technologie ou de façon indirecte, par exemple, comme IBM, qui considère, à mon avis, plus comme une compagnie de services. Donc, des barrières à l'entrée très élevées qui permettent aux entreprises de poursuivre à long terme leurs activités de façon très rentable, sans trop se faire vraiment compétitionner, finalement. Ensuite de ça, il veut avoir des entreprises qui vont être en mesure, qui l'ont fait dans le passé, qui devraient continuer à avoir un rendement de l'avoir supérieur à la moyenne sur une très longue période. Donc, sur un cycle économique. Ensuite, il veut également des entreprises qui ont un bon bilan, une bonne santé financière. Généralement des entreprises qui dégagent beaucoup de cash, beaucoup de liquidités excédentaires. Et évidemment, c'est la dernière question, c'est l'évaluation. Il ne veut pas payer trop cher. Il est prêt à payer relativement cher pour de la qualité, mais généralement, il va le faire. Par exemple, si je prends Precision Castparts, qui est une entreprise de qualité, le titre avait quand même beaucoup baissé avant qu'il l'achète, avant que Berkshire Hathaway l'achète. Il avait quand même baissé sensiblement à cause du ralentissement économique. Et vous pensez quoi, peut-être en terminant sur M. Buffett, chez Berkshire, il y a beaucoup d'encaisses quand même. Il y avait à la fin de l'année environ 71 milliards de cash. Avec l'acquisition qu'il vient de faire de Precision Castparts, on parle d'environ 37 milliards. Je crois que M. Buffett a dit qu'il voulait conserver en tout temps 20 milliards. Donc ça laisse à l'entreprise environ 17 milliards de disponibles pour faire des acquisitions. Oui. Donc ça devrait
Ça pourrait se faire au cours des prochains mois. Ça va se faire de façon opportuniste. C'est difficile de prévoir, mais je pense que c'est toujours à l'affût. On ne fait pas une acquisition pour faire une acquisition. Non, exact. C'est ça. Il faut respecter tous les critères que vous avez. Exactement. Et aujourd'hui, Philippe, vous souhaitez nous parler de 2 titres, justement. Le premier, c'est Ritchie Brothers. Moi, j'ai essayé d'appliquer les critères de Buffett à 2 titres. Le premier, c'est un titre canadien, Ritchie Brothers. C'est sans entrer dans les détails, mais c'est un leader dans le secteur des encans d'équipements industriels. C'est le plus grand au monde. Je pense que ça répond vraiment bien aux critères de Buffett. Premièrement, c'est un leader dans un secteur qui n'est pas très cyclique. Quand les choses vont moins bien, comme c'est le cas présentement, les entreprises ont tendance à vouloir vendre plus d'équipements. Pour monétiser certains équipements. Puis se débarrasser un petit peu des équipements qui sont non utilisés. Ouais. Et là, c'est un marché qui est mondial. C'est mondial. Donc, par exemple, ils vont vendre des équipements en encan à Edmonton à des gens qui sont au Moyen-Orient ou en Amérique du Sud ou en Asie. Donc, ils ont vraiment des acheteurs. C'est un marché global. Ils contrôlent un marché global. Puis c'est un peu la raison pourquoi je crois que les barrières à l'entrée sont très élevées. En étant le plus gros, ils ont plus d'inventaire que quiconque dans l'industrie. Ils ont également, c'est un marché qui devient plus efficace. Il y a plus d'acheteurs, plus de vendeurs. Donc, ça crée un effet de réseau, un peu comme eBay a pu profiter de cet effet-là aussi au cours des dernières années. Donc, je pense que c'est dans ces secteurs-là, plus on est gros. Puis également, ils ont une réputation, ils ont un nom. Ça fait déjà de nombreuses années qu'ils font ça. Puis je pense que c'est un avantage important. Et en termes de ratio cours-bénéfice, est-ce que c'est un titre qui est dispendieux? Il n'est pas très dispendieux. Évidemment, ce n'est pas une aubaine classique, mais c'est un titre qui s'est toujours vendu à 25 fois les profits. Aujourd'hui, si on tient compte de l'encaisse de la compagnie, ils ont beaucoup d'encaisses. Le titre se vend environ 18 fois les profits prévus. C'est beaucoup moins élevé que ce qu'on a connu depuis, je vous dirais, depuis que la compagnie est en bourse au milieu des années 90. Et pourquoi il y a eu une correction? Je crois que le ralentissement économique qu'on a connu en Amérique du Nord, évidemment, c'est quand même dans le secteur industriel. Tout le secteur industriel dans son ensemble a baissé sensiblement au cours des derniers mois. Et vous parlez de l'encaisse qui est élevée. L'encaisse nette, on le voyait sur votre tableau, c'est 183 millions de dollars américains à la fin de 2015. C'est une entreprise qui n'a pas vraiment besoin de beaucoup de capital. Ils ont investi énormément pour bâtir un réseau de sites d'encans à travers le monde depuis, je dirais, 7-8 ans. Mais je pense que le réseau maintenant est bien construit. Ils n'ont pas vraiment besoin d'investir énormément. Il faut s'attendre, à mon avis, à des dividendes ou à des rachats d'actions dans le futur et à des acquisitions également. Et là, le prochain titre, c'est plutôt amusant parce que c'est le titre de Berkshire Hathaway. Donc, vous appliquez la formule de M. Buffett à son propre conglomérat. Je pense que je ne peux pas me tromper en disant que Berkshire Hathaway répond aux critères de Buffett. On l'espère. Donc, effectivement, puis je pense qu'il y a une chose qui est intéressante. Le titre n'a pas très bien fait depuis 1 an. Dans un marché qui est, bon, évidemment, le marché est plus difficile, mais quand même, le titre est sous-performé, ce qu'on n'a quand même pas vu souvent dans le passé, alors que la performance financière de l'entreprise en 2015 a été très bonne. Ce que j'aime beaucoup dans Berkshire Hathaway, évidemment, c'est une très grande entreprise qui regroupe quand même des entreprises de très grande qualité. Vous avez Precision Castparts qui vient d'acheter, mais il y a également Burlington Northern Santa Fe qui est le plus grand réseau de chemin de fer aux États-Unis. Évidemment, les activités d'assurance qui sont le leader mondial aussi dans l'assurance. C'est vraiment une entreprise, plusieurs divisions qui sont des leaders, qui sont des entreprises de très grande qualité. Puis on peut l'acheter à un ratio d'évaluation qui est raisonnable. Ce que Buffett a dit depuis quelques années, c'est que la compagnie serait prête à racheter les actions, ses propres actions, à l'équivalent de 1,2 fois la valeur comptable. Il n'est pas tout à fait à ce niveau-là. Dans le moment, il est à peu près 1,35 fois la valeur comptable. Légère prime par rapport à ce que la compagnie serait prête à racheter, puis ça de façon agressive si le titre baissait à ces niveaux-là. Puis si je regarde notre estimation de la valeur comptable à la fin de l'année 2016, le titre se vend aujourd'hui à 1,23 fois la valeur comptable d'ici quelques mois, finalement, d'ici la fin de l'année 2016. Donc, puis également, on a parlé du cash. Ils ont 35 milliards de cash dans le moment. Puis la compagnie dégage environ 15 milliards de cash par année, de cash excédentaire. Probablement que ça va continuer de croître avec les années. Et là, si jamais, c'est sûr qu'avec l'écart de devises, pour un investisseur canadien, miser sur Berkshire, c'est peut-être moins évident en ce moment, mais si on a un compte aux États-Unis, est-ce que c'est un achat intéressant en ce moment? Je crois, écoutez, le dollar, c'est difficile de prévoir à court terme, mais à mon avis, à un niveau
niveau où est-ce qu'il est dans le moment à 76 sous, il a quand même rebondi beaucoup, le dollar canadien. C'est plus intéressant d'acheter des titres américains maintenant que ça l'était depuis quelques mois. En début d'année. Puis je pense qu'à long terme, à mon avis, c'est une belle société à un prix très intéressant. Même si on perd un peu sur le taux de change sur les 5-10 prochaines années, le titre devrait quand même donner des rendements largement supérieurs à ce qu'on pourrait perdre sur le change, à mon avis. Donc on aurait, disons, un rendement net quand même intéressant après l'effet des Il ne faut pas s'attendre, évidemment, depuis 50 ans, le titre de Berkshire Hathaway a donné des rendements d'à peu près 20 un peu plus que 20 ça ne sera pas le cas dans les prochaines années. Compte tenu de la taille, c'est certain que ça va être plus difficile de croître. Mais quand même, je m'attends à ce que la compagnie fasse mieux sur une longue période que le S&P 500. Mais d'ailleurs, traditionnellement, M. Buffett et M. Munger ont battu, bien sûr, le S&P 500. Mais, oui. Mais pensez-vous que ça va se poursuivre? Oui, je crois que oui, mais dans une moindre mesure. C'est sûr que l'écart par rapport au marché, ça va se rétrécir. Mais quand même, puis c'est sûr que ça ne sera pas à chaque année non plus, mais les entreprises c'est vraiment des entreprises de qualité qui devraient continuer de croître, qui dégagent beaucoup de capital, ils vont continuer à faire des acquisitions. À mon avis, il n'y a pas de raison de croire que les rendements futurs ne seront pas supérieurs à ceux du marché. Bien, je vous remercie beaucoup, Philippe, pour ces observations. Donc, on va se retrouver dans quelques semaines pour une autre chronique. Merci d'avoir été là. Merci.